Donc bonjour à tous, merci de vous présenter aujourd'hui pour l'atelier sur les réseaux électriques. On est ensemble pendant 1 heure et on a la chance d'avoir un bon panel d'intervenants qui vont prendre la parole dans un premier temps pour vous présenter rapidement ce qu'ils sont en train d'exercer sur le sujet dont on va parler aujourd'hui, pour ensuite ouvrir la discussion dans un premier temps entre eux, puis après on pourra prendre les questions qui émergeront dans la salle. Tout ça dans un temps d'1 heure, donc ça va être assez rapide. L'objectif entre nous, on s'était dit qu'on allait rester assez pédagogique. On ne va pas rentrer dans les détails dans ces sujets-là qui sont souvent très complexes. Mais néanmoins, voilà, c'est des travaux, en tout cas côté France Énergie Éolienne, qu'on suit de près. Donc pour ceux qui ne seraient pas encore fidèles à la commission réseau et système électrique, c'est des sujets qu'on traite dans les détails dans cette commission. Donc aujourd'hui, on va traiter du pilotage de la production ENR et l'optimisation du réseau existant. Dans un premier temps, pour accorder plus vite et pour optimiser le réseau dont on a besoin pour accorder les ENR, et à terme limiter le nombre d'ouvrages, l'impact écologique et environnemental et en termes d'acceptabilité que ces ouvrages peuvent avoir dans leurs environnements. Pour ça, on a la présence de la CRE, et notamment du département réseau et système intelligent, avec Madame Rami et Monsieur Picard. On aura également Monsieur Ringheinsen, directeur de l'intégration de la transition énergétique dans le réseau, et Enedis avec Monsieur Trogneux, chef du département raccordement des producteurs. Et on ouvrira à la fin avec Monsieur Danel, qui est directeur EPC chez BayWa, et Monsieur Gomez, chez Enercon, qui est responsable intégration au réseau. Alors, on va vite leur laisser la parole, mais à la veille ou au lendemain des révisions S3ENR qu'on est en train d'approuver, on a un certain volume de capacités d'énergie renouvelable qui sont intégrées dans tous ces schémas-là et qui, pour les postes sources, émergeront dans 5, 6 ou 8 ans. Mais en attendant, on a des projets qui sont autorisés et en file d'attente et qui demandent qu'à être accordés. Et donc, je vais laisser la parole dans un premier temps à RTE, qui nous expliquera comment, dès aujourd'hui, ils intègrent déjà le dimensionnement optimal dans leur dimensionnement du réseau. Merci Théo. Tout d'abord, un grand merci pour nous inviter aujourd'hui à cette table ronde et me donner l'occasion de vous parler un peu du dimensionnement optimal. Je crois qu'il y a des slides qu'on avait préparés. Alors je vais essayer de faire très pédagogique sur ce que c'est que pour faire une intro sur le dimensionnement optimal. Alors dimensionnement optimal, qu'est-ce que c'est? C'est une manière peut-être un peu techno, mais de dire autrement ce que je crois notre président a dit ce matin lors de la plénière, avec des mots un peu plus crus, un peu plus imagés. Je crois que c'était « il va falloir qu'on écrète ». Voilà. Pourquoi il va falloir qu'on écrète? Tout simplement parce qu'effectivement, on part du constat que on ne peut pas dimensionner, en tout cas pour les ENR, on ne peut pas dimensionner pour des questions économiques, mais aussi des questions de délai sous-jacent, le réseau pour évacuer 100% de la production installée. Ce n'est pas la même chose que sur des installations de production classique, voire de la consommation. Donc voilà, donc pour insérer les ENR, le réseau, en tout cas le réseau sur lequel les ENR sont connectés, en France, c'est essentiellement le réseau dit de répartition chez nous, ou les réseaux de tension inférieure. Donc en tout cas les contraintes auxquelles on s'adresse avec le dimensionnement optimal, c'est les contraintes sur le RPT, sur le réseau de répartition, donc 90, 63 kV, ce qu'on appelle aussi le réseau HTB1, et sur lesquels, effectivement, pour pouvoir accueillir les ENR, on fait des renforcements, des adaptations partielles, et la contrepartie, c'est des écrêtements de la production
limité à quelques heures de l'année. Donc la contrepartie d'un renforcement partiel, ce sont ces limitations qui, dans les études qui ont été faites dans le cadre du schéma décennal de développement du réseau en 2019, le SDDR, donc qui a institutionnalisé pour la première fois ce principe de dimensionnement optimal. Les études ont montré que pour un volume d'écrêtement de l'ordre de 0,3% de la production éolienne et photovoltaïque terrestre, ça permettait d'économiser 7 milliards d'euros jusqu'à horizon 2035, je crois, sur les développements de réseaux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne renforce plus le réseau. Ces 7 milliards d'euros, c'est des économies par rapport à ce qui aurait été de l'ordre de 37 millions d'euros. Donc on dépense quand même 30 millions d'euros, c'est quand même des sommes déjà massives pour renforcer le réseau. Alors comment on fait ces limitations? Alors l'idée, c'est bien évidemment, toute l'idée derrière le dimensionnement optimal, c'est aussi de limiter au maximum l'énergie qu'on écrète, l'énergie non évacuée ou l'énergie non injectée. Et ça, comment on le fait? Pour le faire, c'est qu'on développe des solutions à base d'automates qu'on va déployer sur les réseaux qui permettent de suivre les flux en temps réel, les flux sur les lignes du réseau HT-Bien, donc 90-63 kV, et qui vont limiter ou écrêter la production, ou faire des demandes de modulation de la production au plus proche des contraintes. On ne va plus faire des limitations, je dirais, préventives, mais on va faire uniquement des limitations lorsque c'est nécessaire. Des limitations, donc aussi bien sur les parcs HTB ou sur les parcs HTA. Donc c'est les solutions d'automates, elles sont bien évidemment interfacées aussi avec les GRD et en particulier Enedis pour envoyer des ordres d'activation. Enedis qui va relayer les ordres d'activation sur les centrales, sur son réseau. Voilà, peut-être la slide suivante, ça donne juste une image de comment, un peu un schéma de NASA, comment ça fonctionne. Alors NASA, c'est le petit nom qui se cache derrière la solution d'automates. Donc NASA pour nouveaux automates de zone adaptatif, avec un Z à la place d'un S pour ne pas être embêté sur le copyright avec l'autre NASA, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc là, on a représenté une zone qui était surveillée par un automate NASA, donc qui va surveiller toutes les lignes sur la zone, les lignes de niveau de tension, par exemple 90 kV, donc les lignes en rose ou en mauve, et qui, en fonction des contraintes, va pouvoir activer des contraintes qu'il observe, des centrales photovoltaïques ou éoliennes qui sont le plus efficaces pour résoudre une contrainte. Ces centrales-là qui peuvent être à la fois connectées sur le réseau, sur le RPT, donc directement sur le réseau 90 kV, ou alors à un niveau de tension en dessous, et dans ce cas-là, donc sur le réseau de distribution, et dans ce cas-là, nous on va donner un volume de limitation qui doit être relayé par le GRD sur les centrales éoliennes ou photovoltaïques qui sont directement connectées à son réseau. Donc nous, on va envoyer des ordres d'activation à la maille des postes. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui se fait en temps réel. Donc on observe les flux à un rythme de toutes les 10 secondes, avec potentiellement donc toutes les 10 secondes des ordres qui pourraient être envoyés aux installations de production. Voilà.
Voilà comment ça marche. Merci Vincent. Donc ce principe qui vient d'être présenté par RTE, c'est un principe qui est déjà à l'œuvre, qui a déjà permis de raccorder quelques mégawatts, gigawatts de projets supplémentaires et qui, à l'avenir, permettra d'en raccorder bien plus. Et on va enchaîner tout de suite par donc c'était sur le réseau de transport. Maintenant, on va venir zoomer un peu plus sur le réseau de distribution et ce qui est en expérimentation ou qui commence à se faire sur le réseau de distribution avec Enedis. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, comment raccorder plus de NR sur le réseau existant de distribution? À Enedis, on répond à cette question de deux façons. Premier dispositif, le projet Reflex. Deuxième dispositif, les offres de raccordement alternatives à modulation de puissance. Le premier dispositif, le projet Reflex, ça concerne les postes sources, donc les postes de transformation entre le réseau de RTE et le réseau Enedis. Si je prends par exemple un transformateur de poste source qui fait 36 MVA de capacité, eh bien, on va pouvoir, avec le projet Reflex, raccorder non plus seulement à concurrence de 36 MVA de production dessus, mais un peu plus, par exemple jusqu'à 40 MVA. Et si ces 40 MVA, une fois raccordés, ont besoin de produire simultanément toutes au maximum, on enverra des ordres de limitation ponctuels pour continuer à respecter le transit des transformateurs. Donc vous voyez, il y a une analogie avec le dimensionnement optimal de RTE. Ce qui est intéressant, c'est que ces investissements dans les postes sources, donc ajout de transformateurs et puis même création de postes sources qui pourront être évités grâce à ce système qui met en jeu la flexibilité, ces investissements, ce sont des investissements mutualisés qui sont payés par la quote-part des S3REnR, donc par la collectivité des producteurs. Ça veut dire que lorsqu'on élaborera une révision de S3REnR, eh bien, le tour de table que j'appelle finalement la réunion de RTE, Enedis, les fédérations de producteurs, se mettront d'accord sur une trajectoire d'investissement intégrant la flexibilité et donc on prévoira pour accueillir un même gisement global de NR sur une région un peu moins de transformateurs et un peu moins de postes sources. Ça veut dire une quote-part finalement diminuée puisque ça permettra d'accueillir autant de NR avec un peu moins d'investissement. Donc c'est bien la collectivité des producteurs qui en bénéficiera. À 2035, nos simulations nous permettent de dire qu'on pourrait dégager un potentiel jusqu'à 7,5 gigawatts de capacité d'accueil. Alors actuellement, le projet Reflex n'est pas encore en œuvre lors des révisions des S3REnR, mais il est en expérimentation sur deux départements, les Landes et la Somme, où sur un ensemble de 10 postes sources, on a pu dégager un peu plus de 200 MW de capacité d'accueil. C'est quelque chose qui est quand même non négligeable. Et on envisage la généralisation à partir de 2024, c'est-à-dire la généralisation, eh bien, à mesure qu'on fera des révisions de S3REnR, on pourra mettre en œuvre ce principe. Donc ça, c'est le premier dispositif. Le deuxième, ce sont les offres de raccordement alternatives à modulation de puissance, qu'on appelait avant les offres de raccordement intelligentes. Vous en avez peut-être entendu parler. Là, c'est différent parce que ça n'est pas un raisonnement collectif. C'est une affaire qui concerne un producteur individuellement. Ce producteur en HTA, si son offre de raccordement de référence consiste à devoir créer une nouvelle liaison HTA pour rejoindre le poste source le plus proche, donc un raccordement relativement onéreux et relativement long, eh bien, il aura le choix de retenir plutôt une offre alternative qui consistera à lui dire, vous voulez raccorder 10 MW, eh bien, on vous raccorde sur la liaison existante la plus proche, c'est moins cher, c'est plus rapide, mais de temps en temps, ponctuellement, vous aurez des limitations de production. Vous pourrez toujours injecter 8 MW au moins sur les 10, et quelquefois, eh bien, il faudra se caler à une puissance entre 8 et 10. Donc l'économie, elle est captée par le producteur à travers le coût de son raccordement individuellement. C'est pour ça que c'est une offre individuelle, mais qui met également en jeu la flexibilité. Ça, c'est déjà disponible depuis 2021. Les producteurs ENR, HTA ont le choix entre l'offre de raccordement de référence et l'offre de raccordement alternative. Donc ces deux dispositifs, ils mettent en jeu la flexibilité.
Et pour finir, je voulais évoquer un autre sujet qui ne demande pas de flexibilité, qui ne demande pas de limitation de production, mais qui concerne les hypothèses pour réaliser les études de raccordement. Actuellement, on fait une offre de raccordement qui permet au réseau de fonctionner, même quand le PV et l'éolien dans la zone sont démarrés au maximum et qu'on est au creux de consommation. Or, Enedis a réalisé des études et a simulé une grande variété d'aléas climatiques qui permet d'envisager très bientôt de dimensionner le réseau sur 2 situations de référence différentes d'actuellement. Première situation, le PV démarrait à 80% et l'éolien à 100%, toujours au creux de consommation. Et deuxième situation, l'inverse en fait, le PV au max et puis l'éolien à 80%. Donc vous voyez que chacune de ces 2 situations est quand même moins exigeante que la situation actuelle où on considère que le PV et l'éolien sont démarrés au max. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va dégager de la capacité d'accueil à la fois sur les postes sources, mais aussi sur les départs existants HTA. On estime à 290 MW la capacité d'accueil qui va pouvoir être dégagée, ne serait-ce que sur les postes sources avec le réseau existant déjà. Et cela, je le rappelle, sans avoir besoin de faire appel à des limitations d'injection. C'est simplement un traitement du foisonnement statistique qui va permettre de dégager cette capacité d'accueil. Alors l'horizon, c'est proche, c'est janvier 2023, le temps d'intégrer ça dans notre système d'information et puis de le traduire dans la documentation technique de référence. Donc, voilà les projets pour intégrer plus d'ENR sur les réseaux de distribution Enedis. Merci Frédéric. Et, en gros, le premier principe présenté par RTE sur le réseau public de transport et les seconds principes présentés par Enedis sur le réseau public de distribution, pour généraliser, utilisent les principes de foisonnement éolien PV. Et donc, voilà, dans certaines situations, on est amené à faire des écrêtements de production quand il y a à la fois beaucoup de vent et beaucoup de soleil dans des zones. Tout ça pour raccorder un maximum, ou raccorder en tout cas plus de NR sur les mêmes ouvrages. Et donc pour ça, en tout cas pour le SDDR de RTE, enfin pour le dimensionnement optimal de RTE qui a été validé dans le schéma décennal de développement du réseau en 2019, et par exemple pour le projet Réflex qui passe en expérimentation dans le bac à sable réglementaire, on a la commission de régulation de l'énergie qui valide ces principes-là, étant donné que si on écrète de l'énergie et qu'on a derrière des producteurs raccordés, moins d'ENR et des flux financiers, on a la commission de régulation de l'énergie qui donne son aval sur tous ces projets. Merci Théo, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Ce qui est rassurant, c'est qu'on se pose tous la même question ici, c'est comment développer plus de NR, mais surtout plus vite, parce qu'on ne peut plus se permettre d'être en retard. Je pense que ce n'est plus un secret pour personne que la France est en retard sur ses objectifs, que développer les ENR, ça devient urgent. Et sauf qu'à la Creux, notre réponse, c'est qu'il faut écrêter. Mais je dirais aussi qu'il faut, c'est sûr, il faut écrêter, mais il faut développer aussi plus de flexibilité parce que l'écrêtement n'est pas, en tout cas, n'est pas la seule source de flexibilité qui nous est offerte aujourd'hui. Et enfin, il faut aussi innover. Et donc, sur le premier volet, donc l'écrêtement, la Creux soutient l'approche de RTE et s'est déjà exprimé sur ça à la fois lors de l'examen du SDDR, mais aussi lors de l'approbation des méthodes de calcul des coûts des S3R ENR. C'est une approche qui permet de raccorder plus vite en se disant que peut-être ponctuellement on aura besoin d'écrêter la production contre indemnisation, bien sûr, et aussi mais il ne faut pas s'arrêter là. Aujourd'hui, la flexibilité peut être offerte par d'autres moyens, par des stockages qui peuvent valoriser plusieurs services via le marché, par la consommation qui peut s'effacer. Voilà, tous ces leviers doivent être regardés et doivent être regardés tous en même temps.
Donc chez RTE, c'est en place, et on s'en félicite. Le dimensionnement optimal, c'est une réalité aujourd'hui. Ça va permettre d'économiser beaucoup de milliards d'euros. C'est en phase d'expérimentation chez Enedis. Il faut sortir très rapidement de l'expérimentation et surtout sortir vers le haut, si je peux me permettre. Et il faut industrialiser. Ça devient, pour nous, ça devient urgent, ça devient imminent. Sur les autres moyens de flexibilité, donc on a les AO de flexibilité locale qui se développent. Il y en a, je pense, si je ne me trompe pas, Enedis 20 AO qui ont été lancés, peut-être un côté RTE, mais qui malheureusement ne rencontrent pas le succès escompté. On a des discussions aujourd'hui avec les acteurs du secteur pour comprendre en tout cas pourquoi ce n'est pas un succès et pour essayer de lever le frein qui peuvent être identifiés aujourd'hui par les acteurs. Mais tout ça va dans le bon sens et en tout cas si on a un message côté Creux à faire passer, c'est qu'il faut écréter, certes, qu'il faut développer plus de flexibilité, en tout cas ne pas empêcher les flexibilités de se développer. Et enfin, qu'il faut innover. Et on a le dispositif bac à sable réglementaire pour ça. Je ne sais pas si tout le monde connaît le principe qui est en vigueur depuis peut-être un peu plus d'un an, un peu plus de 2 ans maintenant, Roman. Et je laisse la parole à Roman pour détailler ce volet. Merci beaucoup Sarah, merci beaucoup Théo. Donc effectivement, on a parlé beaucoup d'intelligence des réseaux. Maintenant, à côté de ça, on a une réglementation et qui est parfois un frein. Et en fait, c'est parfois votre problème en tant que développeur. Donc tout l'intérêt du bac à sable, en fait, c'est d'essayer de rendre la réglementation intelligente. Alors là, l'objectif est compliqué. Je pense que c'est une lutte de tous les jours. Mais bon, l'objectif du bac à sable, c'est d'identifier les problèmes dans la réglementation, les freins qui vous empêchent de faire des choses encore plus efficaces, encore plus intelligentes. Et donc, la Creux a la grande main sur le bac à sable en compagnie de la DGEC. Et donc, nous fonctionnions jusqu'à présent par système de guichet. Il y a eu jusqu'à présent 2 guichets, l'un en 2001 et l'un cette année, en tout début de cette année, avec au total 25 projets qui sont sortis sur environ 80 projets qui sont entrés dans la question du bac à sable. Donc notamment Byware, c'est intéressant. Et donc l'idée, c'est que les développeurs de projets viennent vers nous, donc nous l'administration au sens large, puisqu'il y a la Creux qui fait le secrétariat du bac à sable, mais qui a seulement la main sur une partie des réglementations, et la DGEC, pour en fait indiquer quels sont les problèmes réglementaires qu'ils rencontrent et qui pourraient être, on va dire, mis de côté pendant un certain temps pour pouvoir voir si on doit faire ou pas évoluer la réglementation et avancer sur certains sujets. Donc ça, c'est la logique qui jusqu'à maintenant a prédominé. On avait fait un système de guichet. Maintenant, on a, comme la DGEC l'a fait, on va passer un système de fil de l'eau. Donc surtout, si maintenant vous avez des projets, n'hésitez pas à nous contacter directement. N'attendez pas qu'il y ait un nouveau guichet qui s'ouvre. Il n'y aura pas de nouveau guichet. C'est open bar. Venez nous voir. On régale. Non, mais sérieusement, n'hésitez pas à nous questionner, venez nous voir, parce que même vos interrogations, même si on n'arrive pas à trouver tout de suite une réponse à vos questions, même si vous n'entrez pas dans le cadre du bac à sable, il est possible qu'on vous trouve une solution en fait, qu'on vous dise finalement vous n'avez pas de frein, faites-le comme ça. Voilà, c'est aussi ça, le côté bac à sable, c'est aussi vous confronter à la réalité de la réglementation que nous, on a l'habitude de pratiquer et de développer. Donc on peut vous assister aussi sur ces côtés-là. Voilà, je pense maintenant
Victor qui va nous parler de son expérience sur le sujet. Oui, merci Roman. Et puis effectivement, la transition est rapide et naturelle vers BWA qui a un dossier d'expérimentation dans le bac à sable réglementaire et que Victor va vous présenter. Oui, merci à tous. Merci à FE pour l'organisation de ce 12e colloque qui est très important pour l'éolien en France. Je vais commencer par juste donner quelques chiffres sur BayWa r.e. On est un développeur, constructeur et exploitant d'énergie renouvelable dans le monde et principalement en Europe. Et on exploite 10 gigawatts et on est 3300. Le nombre de gigawatts qu'on exploite augmente et le nombre d'employés augmente aussi. Je pense que c'est quelque chose d'important, les ressources pour réussir la transition énergétique. On est présent également sur d'autres solutions, pas que l'éolien, et du coup ça donne des idées. On a par exemple notre solution de système solaire flottant robuste qui a fait ses preuves, notamment en Hollande. Cette année, il y a eu d'énormes tempêtes et tout a tenu. Il y a l'agrivoltaïsme et il y a un parc hybride en fait qu'on a mis en service il y a quelques années en Allemagne. On a utilisé une connexion de 12 MW éoliennes sur laquelle on a ajouté 10 mégas de PV avec juste un automate pour jamais dépasser plus de 12 MW de production. On n'a pas du tout redimensionné le raccordement. Ça nous a donné une idée. Alors, côté BayWa et avec d'autres producteurs et membres actifs de la commission raccordement que je salue, on participe à des bilatérales depuis déjà plusieurs années avec notamment la direction technique nationale d'Enedis pour justement porter sur la table des idées d'innovation, de solutions techniques, d'harmonisation. Donc on a vraiment un travail main dans la main avec Enedis, RTE, la CRE et la DGEC. En 2020, effectivement, on a profité de la première occasion, du premier bac à sable, pour déposer un projet. Je le détaillerai un peu par la suite. Donc été 2020, dépôt du dossier. 25 décembre 2021, cadeau de Noël, on a eu l'arrêté qui est paru au journal officiel du ministère, c'est pas une blague, qui nous permettait de faire une demande hybride, donc intelligente et optimisée de raccordement côté Enedis, ce qu'on a fait du coup en 2022. Mais tout ça, ça prend du temps en fait, quand même, entre 2020 et 2022. Et on a également, avec d'autres producteurs, participé au GT DGEC, où le forum a été ouvert par le ministère pour que Enedis, RTE, la CRE et tous les syndicats de producteurs et de consommateurs se mettent autour de la table pour voir comment on pouvait accélérer la transition énergétique. Et donc, avec d'autres développeurs, on pousse pour la mise à disposition de nouvelles solutions techniques comme le 400 carré alu côté Enedis, ou le 33 kV pour aller chercher des poches qu'on ne peut pas raccorder pour l'instant, l'hybridation pour maîtriser les coûts, les délais, c'est pour l'intérêt de la collectivité, tout ça, et favoriser aussi l'acceptabilité de l'éolien. Donc on sait que là, la CRE travaille avec Enedis pour permettre à Enedis de pouvoir mettre de la fibre optique dans la partie ouvrage propre, et du coup aller raccorder des villages qui en ont besoin et qu'on traverse parfois assez souvent. Et du coup, voilà, le cas concret du dossier qu'on a déposé en 2020, c'est le projet de la Haute-Marne. Et donc, c'est un projet qui est constitué de 30 mégas d'éolien et de 30 mégas de PV. On a voulu montrer à l'administration que pour un projet de 60 mégas, on peut se dire on va chez RTE. Ça paraît pas si évident que ça, puisque en fait, le fait d'aller chez Enedis dans le cas classique, sans dérogation, on a un coût pour un raccordement, du coup, acheter 60 mégas de raccordement de 8 millions quand il est de 16 millions chez RTE. Et nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'en achetant que la moitié du câble, pour vraiment vulgariser, environ 36 mégas, à la place des 60 mégas qu'on devrait acheter, on a un coût qui est encore optimisé. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en divisant la puissance raccordée quasiment par 2, on a une perte de production totale foisonnée éolienne et solaire uniquement de 4%. Comme nous, producteurs ENR, finançons 75% du déploiement du réseau,
il nous paraît aussi logique de pouvoir l'utiliser de manière optimale, et c'est l'objet de la dérogation qu'on a eue. On a fait les 3 demandes de PRAC. La partie solaire est autorisée, donc on est en file d'attente. On espère avoir la partie éolienne très rapidement, ce qui nous permettrait de revenir voir Enedis pour voir comment on peut transformer cette PRAC, donc cette préétude pour l'instant, avec un délai de 84 mois parce qu'on est en attente de travaux RTE dans cette zone. On a étudié la sortie de dérogation, puisque la dérogation actuellement est pour 4 ans. Donc voilà, j'espère que quand on aura la partie éolien autorisée, on ira voir l'administration, la CRE et la DGEC pour voir si on peut avoir une dérogation d'une durée un peu plus raisonnable. On fait des investissements sur 25 à 30 ans et je pense qu'il n'est plus le temps de reculer. Il faut qu'on sorte vers le haut, comme vous l'avez justement rappelé, Madame Ramy, à l'instant. Et voilà, la partie non injectée, on pourrait très bien la valoriser avec du stockage, mais ce n'est pas le sujet. Et du coup, voilà, avec d'autres... non, alors là, je suis revenu en arrière. Voilà. Très simplement, on a des recommandations, on n'a plus le temps d'attendre, donc on les appelle les recommandations sans regret. C'est plus d'innovation, des nouvelles solutions techniques, améliorer l'acceptabilité de l'éolien et pouvoir hybrider, utiliser notre raccordement également. On pense aussi qu'il faut vraiment une planification ambitieuse. J'entends beaucoup le mot optimisation, et même chez nous, c'est vrai que je l'ai beaucoup prononcé, mais à un moment, on a quand même besoin de la partie, de la colonne vertébrale du réseau, et on a quand même besoin que le réseau de grand transport arrive à se déployer pour supporter l'électrification de la quasi-totalité des usages de l'énergie. Donc là, c'est pareil. Je pense qu'il faut qu'on arrête un peu c'est mon point de vue, de parler de coûts échoués, ou quand on y sera, c'est qu'on aura déjà bien avancé dans la transition énergétique. Et pour tout ça, comme j'ai commencé par ça, pour augmenter le nombre de mégawattheures verts qu'on va mettre sur le réseau, il faut qu'à tous les niveaux, on donne des ressources. Je pense notamment aux administrations et à RTE. On sait que le nombre de collaborateurs chez RTE stagne à environ entre 9 et 10 000 employés depuis une dizaine d'années. Je pense qu'il faut que la France se donne les moyens de son ambition. Et donc voilà, j'invite tous mes confrères à continuer à parler avec les administrations pour qu'on puisse aussi développer des solutions qui sont en service dans d'autres pays. Et je passe la parole à Victor pour Enercon. Oui, justement, Victor Gomez de Enercon, avec leur expérience dans le monde entier, aura quelques idées à nous proposer qui viennent de l'étranger, entre autres. Bonjour à tous. Donc Victor Gomez, société Enercon. Je suis spécialisé en intégration au réseau électrique des éoliennes Enercon. Merci déjà pour l'invitation, merci pour toutes ces présentations. Alors je dois dire qu'il y a un point, dans tout ce qui a été présenté, il y a un point commun entre les projets NASA, les projets Reflex, l'Aura et l'hybridation. Et en fait, le point commun, c'est qu'en fait, il faut augmenter le facteur de charge du réseau électrique. Et là, j'en viens à ce premier slide directement. Ce qu'on peut voir, c'est en vert foncé, un parc éolien qui existe. Il a été installé en 2012. C'est des éoliennes Enercon 6E82 2 MW pour un total de 12 MW. C'est un raccordement un petit peu classique. Et pour ce parc éolien, le réseau a été développé et la capacité du réseau est représentée en rouge. Donc le facteur de capacité, c'est 100%, c'est-à-dire que le réseau est capable de passer 12 MW 100% du temps, toute l'année. Mais le parc éolien, lui, il utilise que la capacité, la surface en vert foncé. Et donc on voit qu'il reste quand même de la place sur le réseau. Le réseau est saturé, soit, mais seulement à peu près 300 heures dans l'année. Pour le reste du temps, il y a quand même de la marge. Et donc, tout ce dont on a discuté jusqu'à présent avec les projets intelligents, ça va consister à augmenter le facteur de charge du réseau. Donc il y a plusieurs moyens. Le premier moyen, il est tout à fait naturel, c'est l'évolution des machines.
Là, en vert clair, vous voyez notre dernière éolienne qu'on prévoit de sortir en 2024. C'est l'éolienne E175. Elle permet d'atteindre un facteur de charge de 32%. Donc là déjà, il y a une augmentation du facteur de charge de 10%. Voilà, c'est assez conséquent. Donc ça se fait naturellement. Mais ensuite, il y a d'autres façons d'augmenter le facteur de charge, et on en a parlé aussi, c'est l'hybridation. Donc c'est Victor qui en a parlé, et Enedis aussi. Donc l'hybridation, c'est simple, on va mixer sur un même raccordement, par exemple, du PV et de l'éolien. Il y a une corrélation inverse entre la production éolienne et la production PV. Et du coup, forcément, c'est très efficace pour augmenter le facteur de charge. Et il y a une dernière façon d'augmenter le facteur de charge du réseau, c'est le bridage. Et c'est là-dessus que moi, je veux vraiment insister, parce que brider, effectivement, c'est un peu contre-intuitif. Brider, c'est perdre de l'énergie, mais au final, c'est pour gagner beaucoup plus derrière. Et donc, j'ai essayé d'illustrer ça sur le slide suivant. Donc, je suis désolé si c'est un petit peu petit, j'espère que vous allez vous y retrouver. On va retrouver en vert, la courbe en vert, c'est un parc classique qui est déjà raccordé, donc 6 machines qui tournent, raccordées sur un poste de livraison. Et aujourd'hui, on aimerait par exemple faire l'ajout d'une éolienne, donc porter le parc de 12 à 14 MW. Si on utilisait une méthode conventionnelle pour raccorder cette machine supplémentaire, il faudrait faire ce qu'on appelle des renforcements sur le réseau, donc des travaux. D'accord ? Donc à titre indicatif, j'ai donné des délais et des prix, 2 ans et je ne sais plus combien d'euros, j'arrive pas à voir, 300 000 € je crois. C'est vraiment à titre indicatif. Ça, c'est la méthode conventionnelle. Et on n'a pas le temps. Là, on parle de 2 ans, on n'a pas le temps. On est vraiment dans l'urgence. Là, on a le chauffage à 19 degrés, on a les boulangeries qui ferment. Et donc la solution, c'est laquelle ? C'est d'installer quand même cette machine, la 7e machine, on la fait tourner, et on fait un bridage au niveau du poste de livraison et un bridage qu'on appelle centralisé et statique. C'est-à-dire qu'on met une consigne au niveau du poste, 12 MW, on bride l'ensemble des machines. Et quand on fait ça, eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? On a la zone rouge qui est de l'énergie perdue. Cette énergie perdue, elle représente 3% du productible, 3,2% exactement. C'est des calculs, hein. C'est basé sur des calculs. Je me suis basé sur des moyennes 10 minutes de l'année 2015 pour le parc éolien en vert. Donc c'est assez réaliste. Donc on perd 3,2% d'énergie. En rouge, par contre, on va gagner, j'arrive pas à voir, mais 12% d'énergie en plus. C'est l'énergie en vert. Donc il faut vraiment avoir à l'esprit que brider, on perd un petit peu d'énergie, la partie rouge, mais on va gagner la partie en vert. Et il y a une dernière colonne un petit peu plus à droite, c'est la colonne en gris. On peut encore un petit peu optimiser un petit peu tout ça en considérant que la limite de 12 MW qui est classique, pour moi c'est une limite été. Et je pense qu'on discutera de ça plus tard avec Enedis, mais je pense qu'en hiver, il y a de la marge sur le réseau. Et j'ai mis arbitrairement une limite à 13 MW, ça peut être un petit peu moins, mais ça peut être un petit peu plus. Mais voilà, je pense qu'il y a un petit peu d'énergie en hiver à gratter, enfin de capacité réseau à gratter. Et lorsqu'on fait ça, on gagne la partie qui est assurée en noir. J'espère que vous la voyez. Et ça permet d'éviter un bridage qui n'est pas nécessaire. Donc ça permet de gagner encore en production. Voilà, j'espère que ce concept est bien compris. Mais en fait, on peut faire mieux, parce que là, on est au niveau du parc éolien, mais on peut transposer ça au niveau du poste Enedis, ce qui est encore plus efficace. Là, j'ai mis un cas classique, un poste d'injection Enedis de 36 MW, sur lequel est raccordé 3 parcs éoliens de 12 MW. Donc, on va dire que c'est du classique. Ce poste-là est réputé saturé aujourd'hui. Si, par exemple, on voulait rajouter un parc. Là, j'ai mis une machine de 6 MW, par exemple. Ça peut être 2 machines de 3 MW. Comment fait-on ? Eh bien, encore une fois, méthode conventionnelle, renforcement du réseau. Là, on en a grossièrement pour minimum 2 ans de travaux et de l'investissement à peu près 900 000 €. C'est vraiment grossier, d'accord, comme chiffrage, mais c'est l'ordre d'idée qui compte. Encore une fois, on n'a pas le temps. On est vraiment dans l'urgence. Les boulangeries ferment et on a besoin de trouver de l'énergie tout de suite. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Même principe. Eh bien, on va brider. On va faire un bridage simple, le plus basique possible. Aujourd'hui, tous les postes, tous les parcs éoliens savent faire ça. C'est un simple coup de fil.
on bride chaque PDL, les PDL qui sont à gauche, PDL1, PDL2, on bride tous les parcs. Donc par exemple, là j'ai donné 10 MW au lieu de 12. Ça libère 6 MW. Et en faisant ça, on peut raccorder immédiatement. J'insiste vraiment, c'est immédiat. On se rend compte que lorsqu'on fait ça, on perd 3% d'énergie. Et on va gagner, là j'arrive pas à lire, je suis désolé, on gagne 27%. Voilà. Et encore une fois, il y a la colonne grisée qui permet d'aller un petit peu plus loin, aller un petit peu gratter sur la marge qu'on a en hiver, parce que c'est des problèmes thermiques dont on parle. C'est des problèmes thermiques au niveau des transformateurs, mais aussi au niveau des câbles qui sont enterrés. En hiver, il fait plus froid, et donc on a de la marge, et il faut gratter un petit peu à ce niveau-là. Et donc quand on fait ça, on bride encore moins, c'est-à-dire on arrive à 1,4% de bridage, et pour 27,7% de production en plus. En gardant à l'esprit que ce bridage, c'est sur le moyen terme parce qu'il y a des nouveaux consommateurs qui arrivent et dont on a besoin pour la transition énergétique. Là, j'ai pris l'exemple d'un consommateur hydrogène, ça va venir. Et une fois qu'on a raccordé ces consommateurs sur les postes d'injection, ça permettra de débrider les machines et d'éviter des pertes énergétiques. Et je me suis permis de rappeler la différence entre le bridage statique et le bridage dynamique parce que je crois qu'il y a beaucoup de confusion. Statique, c'est quelque chose de très simple. On fixe une consigne au niveau des PDL, on ne bouge pas. C'est simple, c'est immédiat. Les bridages dynamiques, c'est un peu plus compliqué. On fait appel à un cerveau qui va peut-être s'installer au niveau du poste source d'Enedis. Et lui, il va aller en temps réel, aller piloter, envoyer des consignes de bridage en fonction des conditions du réseau. Et pour dire qu'au final, dans tout ce qu'on vient de dire, il y a le moyen, le long terme, c'est les S3R, c'est important, il faut le faire, on a besoin de renforcer le réseau. Il y a le court terme, c'est ce que fait déjà RTE et Enedis, c'est le projet Reflex, c'est le projet NASA, c'est les Aura. Mais là, je parle du très court terme. Et le très court terme, c'est tout de suite. Et c'est immédiat, c'est le bridage statique, simple et immédiat. Voilà, donc je pense que j'ai fini avec ma présentation. Merci Victor, merci à tous pour ces présentations. Peut-être avant, peut-être que je pose une question. Est-ce qu'il y en a, suite aux présentations d'Enercon et de BayWa, est-ce que Enedis ou RTE voulait réagir aux propositions qu'ils ont faites de leur côté, qui ne sont pas exactement les mêmes que celles que vous êtes en train de déployer, mais c'est peut-être pas évident, si on ne connaît pas le sujet, peut-être apporter les notions et les précisions de votre côté. Je vais peut-être faire juste un petit compliment, et ça c'est en réaction à ce que disait la Creux, sur l'usage des flexibilités. Si on, alors je ne sais pas si je veux bien revenir. En arrière, mais il y avait un détail important sur mon graphique, enfin mon petit dessin. Hop, je vais y arriver. Voilà. L'automate NASA, la cible, bon, ça fonctionne pas encore aujourd'hui, mais la cible, c'est bien qu'il aille activer d'autres flexibilités que les ENR. D'où le lien, ça c'est avec celui du haut, avec des batteries. Ça pose tout un tas d'autres questions, hein, pas forcément uniquement techniques, aussi d'interclassement entre des différents leviers, entre ENR et puis batterie. Mais en tout cas, l'idée, c'est bien de faire ça, parce que voilà, lorsqu'on fait des limitations qui sont très proches du temps réel, bah voilà, logiquement, des batteries avec des temps de réponse très rapides, bah, c'est un bon candidat, quoi. Voilà. Et peut-être aussi, vous pouvez avoir l'impression que finalement, entre toutes les solutions, on tourne autour c'est un peu la même chose. Alors oui, vu de loin, c'est un peu la même chose, mais en tout cas,
pourquoi nous on fait ces choses-là avec les automates de zone, c'est que nous on s'intéresse à un réseau qui est maillé. On n'est pas sur une connexion, je dirais, qui est purement en antenne. Donc on ne peut pas faire une limitation, peut-être même un bridage systématique et tout ça. Sur un réseau maillé, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc on est obligé de regarder tout un tas de lignes sur le réseau et d'activer les leviers potentiellement à des moments différents sur différents postes. Donc il y a aussi ça, le fait de regarder des choses, des contraintes sur des niveaux de tension qui sont différents, donc avec des structures du réseau qui sont différentes, maillées versus plutôt filaires, ça appelle, même si on cherche à faire la même chose finalement, limiter de la production, mais à des solutions techniques qui sont légèrement différentes. Donc voilà. Et peut-être juste pour finir, peut-être juste une dernière question, mais ça c'est pour Victor, je crois, parce que tu disais que en fait toutes les installations, toutes les fermes, je sais pas, photovoltaïques ou ENR, on pouvait effectivement les brider. Moi j'avais en tête, mais peut-être que je me trompe, qu'en tout cas des vieux parcs, c'était pas aussi facile que ça de le faire. Alors, de mémoire d'éléphant, ça fait 14 ans que je suis chez Enercon. À ma connaissance, tous nos parcs éoliens, ils sont pourvus d'un contrôleur centralisé au niveau des postes de raison. C'est immédiat. Pour moi, tout le monde sait faire ça. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Et quelque chose, j'ai oublié de faire référence à quelque chose. Hein. J'ai oublié de parler de l'Allemagne, parce que l'Allemagne, eux, ils ont eu des problèmes au niveau du réseau bien avant nous. Ils ont été saturés bien avant nous, donc ils ont une certaine expérience là-dessus. Il y a la loi allemande qui dit simplement que le gestionnaire de réseau a le droit de brider les ENR à hauteur de 3% de la production annuelle dans le but d'optimiser le dimensionnement de ces réseaux. Par contre, il a aussi en charge, s'il décide de brider, il a aussi en charge de rembourser les producteurs pour le bridage qui a été mis en avant. Mais là, il y a déjà une notion de 3% de bridage qui est autorisé en Allemagne. C'est dans la loi, c'est écrit dans la loi. Voilà, j'avais oublié de mentionner ça. Je voulais juste commenter les propositions d'Enercon. Je rappelle que ce qui est tout à fait possible déjà, c'est d'avoir une puissance installée de, par exemple, 14 MW et de demander un raccordement pour une puissance de raccordement inférieure de 12 MW. Ça, c'est tout à fait possible. Et à ce moment-là, l'offre de raccordement qui est faite par Enedis tient compte d'une injection maximale de 12 MW. Donc ça, il n'y a aucun problème. Et puis, le producteur s'arrange pour ne jamais dépasser une injection de 12 MW. Ça, aucun problème. L'autre cas d'usage que vous évoquiez, c'est quand, vu d'un transformateur de 36 MVA, il y a potentiellement plus que 36 MVA de puissance de raccordement qui voudrait se raccorder en aval. Donc ça, c'est vraiment exactement le cas d'usage de réflexe. Donc nous, c'est ce qu'on pousse, hein, et c'est d'ailleurs Enedis qui a déposé une demande de bac à sable. C'était vraiment un des premiers dossiers déposés pour avoir le droit d'expérimenter réflexe. Donc la DGEC nous l'a accordé, le ministère, mais c'est très réglementé. C'est-à-dire que la DGEC nous a dit « Enedis, donnez-nous la liste intégrale et fermée des postes sources où vous voulez expérimenter réflexe. » Donc on a bien, à un moment donné, songé à répondre la liste de tous les postes sources de France, est-ce que c'est possible? Mais bon, évidemment, on n'est pas allé jusque-là. On sentait bien que c'était plus restreint. Donc on nous a accordé une dizaine de postes sources sur 2 départements. C'est pour ça qu'on est, on va dire, très cadré par cette dérogation bac à sable et que si un producteur veut bénéficier du système réflexe ailleurs que dans les Landes et dans la Somme, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité parce que la réglementation nous l'a autorisé seulement dans les endroits que j'ai cités. Mais le cas d'usage que vous évoquez, c'est vraiment exactement ce qu'on compte faire dans le projet réflexe et on l'espère dans toute la France à mesure des révisions des S3RENR. Donc moi, je suis réflexe complètement en phase. Hein. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Moi, je voyais une approche un peu plus directe. Aujourd'hui, on peut voir avec le fabricant de transformateurs, et c'est pareil pour les câbles, hein. On peut lui demander une puissance nominale
pour l'été, une puissance nominale pour l'hiver. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. Et pour les câbles, c'est pareil. On pourrait dire, les câbles, c'est enterré, donc c'est moins soumis aux aléas climatiques. Eh bien, je crois que c'était l'été dernier, il me semble que c'était dans le Var, enfin c'était dans le sud de la France, il y a eu des coupures Enedis liées à la surchauffe des câbles souterrains. Donc ça veut dire quand même que les câbles sont soumis à la température ambiante, non pas atmosphériques, mais sont quand même soumis à des échauffements. Mais ça veut bien dire que l'inverse est probablement vrai aussi. Ça veut dire qu'en hiver, on a aussi un peu plus de marge sur les câbles. Oui, tout à fait, je le confirme. C'est depuis longtemps, que ce soit des liaisons aériennes ou souterraines, la capacité de transit est différente entre l'hiver et l'été, puisque la capacité de transit des lignes aériennes, c'est lié à la dilatation. Il faut respecter une certaine distance minimale vis-à-vis de l'environnement. Évidemment, quand l'été, il fait chaud, les câbles se dilatent, on va dire, naturellement davantage, à transit constant. Et puis pour les câbles souterrains, suivant la nature de la Terre, suivant le mode de pose, la dissipation thermique se fait plus ou moins facilement. Et donc c'est ça qui limite le transit dans les câbles. Évidemment, l'été, le terrain est plus chaud. Et donc l'été, on peut transiter moins dans les câbles souterrains que l'hiver. Donc c'est vraiment la réalité physique, effectivement. Peut-être en réaction par rapport à ce que vous disiez sur l'Allemagne et avec la loi qui prévoit qu'un gestionnaire de réseau peut écréter jusqu'à 3% de la production, c'est à l'échelle de l'installation ou c'est sur son périmètre? D'après moi, c'est à l'échelle de l'installation, oui, tout à fait. D'accord. Parce que, nous, en tout cas, à la Creux, on pense qu'il n'y a pas besoin une loi en plus pour faire ça, parce qu'il y a une directive européenne qui le prévoit. La directive, alors je ne sais jamais si c'est la directive marché ou directive électricité, mais c'est sûr que c'est l'une des deux. Et c'est l'article 13 qui prévoit que les gestionnaires de réseau, ils peuvent recourir à ce moyen-là, dans la limite de 5% d'écrêtement. Mais à l'échelle plutôt de son périmètre. Mais il n'y a pas de limite, en tout cas à ma connaissance, sur l'installation. Le problème, c'est finalement peut-être pas d'avoir le droit d'écréter, mais la question, c'est d'être limité dans l'écrêtement qu'on peut intégrer. Pour les offres de raccordement alternatives à modulation de puissance, le ministère, la DGEC nous l'a accordé, mais a posé une condition qui est que l'offre ne doit pas impliquer un effacement sur l'année de plus de 5% du productible. Nous avions été plusieurs à demander d'assouplir cette règle pour pouvoir donner satisfaction à des producteurs qui seraient ravis d'accepter une offre de raccordement alternative avec un peu plus d'effacement, mais ça n'a pas été accordé par réglementation. Donc la question, c'est vraiment jusqu'à quelle profondeur et jusqu'à quelle énergie en proportion d'écrêtement est-ce qu'on est autorisé à concevoir des offres d'accordement. Actuellement, c'est comme ça. Bon, en tout cas, dans mes exemples, moi j'ai atterri sur une perte par bridage de 3%, et rien que ça permet de raccorder beaucoup plus. Voilà. Moi, c'est le message que je voulais passer. C'est simple. Je pense qu'il faut vraiment rester simple. Il ne faut pas se noyer dans des choses très compliquées. Il faut faire du réflexe, il faut faire de la NASA, mais ça demande un peu plus de temps parce qu'il faut plus d'intelligence. Mais comment dire? Je pense que rester simple, c'est aussi être intelligent. Et donc là, on peut mettre en place des bridages tout de suite, immédiatement, et raccorder tout de suite, immédiatement. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Et je crois que c'est une citation, alors je ne sais pas si c'est exactement ça, mais Léonard de Vinci qui disait que la simplicité, c'est le summum de la complexité. Enfin, c'est un truc comme ça, mais voilà, je pense qu'on peut rester très simple et aller beaucoup plus vite en termes de raccordement. Ouais, en tout cas, moi, ce que je retiens, mais je ne veux pas faire la conclusion à la place de Théo, mais c'est qu'il y a des sujets à la fois techniques et des sujets réglementaires à adresser. Et on ne peut pas en fait faire avancer la transition énergétique en se focalisant seulement sur un des types de sujets sans les autres. Il faut vraiment qu'on fasse avancer les deux en même temps.
Et en fait, face à ces questionnements et aux propositions côté producteur, est-ce que par exemple côté RTE, pardon Vincent, mais est-ce que dans la mise en œuvre du dimensionnement optimal et des optimisations que vous avez pensées dans le SDDR, etc., est-ce que face à ces volontés d'optimiser la puissance raccordée face à la puissance installée et abridée, ou de quelle manière ça remettrait en cause les calculs et les résultats ou le déploiement du dimensionnement optimal sur votre réseau? Non, ça fonctionne. Je pense que ça va pas remettre en cause fondamentalement les choses. En revanche, il faut quand même être vigilant parce qu'il y a un moment donné, il y a des choses qui sont faites pour la collectivité. Si on fait des choses au niveau uniquement local, parfois on peut se retrouver vers des choses où entre la somme des choses qui localement sont bien, pour la collectivité, c'est pas forcément la panacée. Et ça encore plus, encore une fois, quand on est sur le réseau qui est maillé. Quand on est sur un réseau qui est en antenne, c'est assez simple. C'est-à-dire, entre le dimensionnement optimal à réflexe ou les bridages, en fait, c'est peanuts la différence. Sur le réseau maillé, qui est le réseau de répartition, là, il faut être vigilant. Mais en tout cas, faire des solutions au niveau du RPD avec les oraux ou réflexes ou le dimensionnement optimal, on a besoin de tout, de toute façon. Il n'y a pas à sourciller, quoi. Merci Vincent. Effectivement, c'est des sujets qu'on pourrait approfondir pendant longtemps et c'est ce qu'on fait tout au long de l'année. Est-ce que côté Creux, vous voulez faire un petit mot pour la conclusion avant qu'on laisse quelques questions à la salle s'il y en a? Ou bien on laisse... C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur les sujets qui ont été abordés? Bonjour, Vincent Swan-Paul, Société Eurowatt. J'étais très confiant et content d'entendre finalement tous les messages qui ont été passés aujourd'hui. Et j'avais une question pour la Creux en ce qui concerne le bac à sable réglementaire. Est-ce que finalement on est tous confiants et d'accord pour dire que les solutions qui ont été présentées par Victor notamment sont pertinentes et intelligentes? Et est-ce qu'aujourd'hui il y a une volonté de la Creux de stopper le frein qui est les 4 ans de validité de l'autorisation en fait? Alors, est-ce qu'on est sûr que c'est intelligent? Enfin, je l'espère. En tout cas, l'objectif de l'expérimentation, c'est de le montrer ou pas. Mais et après, sur le délai de la dérogation, malheureusement, c'est encadré par la loi. Donc, c'est prévu noir sur blanc que c'est des dérogations de 4 ans renouvelables une fois maximum, de la même durée. Donc aujourd'hui, tel que c'est écrit dans la loi, c'est maximum 8 ans. Si on veut le changer, il faut changer la loi. Et du coup, est-ce qu'il y a une volonté de changer la loi? Ça pose deux questions. Changer la loi parce qu'on a besoin de rassurer un petit peu les investisseurs sur leur investissement, comme le disait un peu Victor, mais aussi on n'a pas très envie d'attendre 20 ans ou 25 ans avant de changer la loi. Je pense que la question se pose et que dire systématiquement oui, il faut des dérogations sur 20 ans, moi je ne suis pas sûre que ce soit la bonne réponse. Donc l'idée est de changer la loi avant de changer la loi pour donner une dérogation plus longue, quoi. C'est clair. Est-ce qu'il reste des questions dans la salle? Jean-Christophe Pope de Boralex. Pour aller dans le même sens que Victor, il me semble qu'aux États-Unis, il y a le moyen de, pendant certaines durées, de charger un peu plus les installations électriques, en gros faire chauffer les câbles. Donc on a parlé de la saisonnalité, mais est-ce qu'il y a moyen pendant 2 ou 3 heures, ce qui est beaucoup, 2 ou 3 heures en solaire,
de charger un peu plus le réseau. Sur le réseau de distribution, je laisserai Frédéric répondre. Mais sur le réseau de transport, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on n'est pas en tout cas, toutes les lignes ne sont pas forcément équipées, mais on n'est pas sur des limitations qui sont fixes dans le temps. On est aussi sur des limitations qui dépendent, enfin les limites sur les lignes, qui vont dépendre aussi des conditions météo. Parce que par exemple, sur notamment l'été, les choses qui sont liées à l'échauffement des câbles, lorsqu'il y a plus de vent, ça tombe bien. Alors, ok, les éoliennes fonctionnent plus, mais également, ça permet de refroidir aussi les câbles. Et donc ça, c'est partie aussi des choses. Alors je ne sais pas s'ils prennent ces éléments-là en compte, s'ils ont ces systèmes-là aux États-Unis, mais en tout cas en France et dans d'autres pays d'Europe, ça s'appelle les DLR, Dynamic Line Rating. C'est des choses qu'on utilise et c'est des choses qui sont justement utilisées tout le temps pour caler au mieux les limitations qu'on pourrait faire sur les parcs, soit de manière manuelle, soit avec les automates. Mais c'est bien pris en compte. À Enedis, il n'y a pas vraiment l'équivalent. Il n'y a pas vraiment la notion d'intensité de surcharge déjà avant d'évoquer le DLR qui existe depuis longtemps chez RTE. À Enedis, on n'a pas l'équivalent. Sur les transformateurs, on peut imaginer des périodes de surcharge, mais c'est plutôt réservé en cas d'incident qu'en cas de régime qu'on pourrait prévoir. Donc c'est un petit peu la bande d'arrêt d'urgence sur l'autoroute que se réserve l'exploitant de réseau Enedis pour faire face à des aléas, des pannes, des incidents, plutôt que quelque chose qu'on peut mettre à profit pour le raccordement des clients au sens large. Si je peux juste apporter un complément, j'entends parler de DNLR. Tout ça, c'est des choses déjà intelligentes, c'est génial, super, mais on peut faire plus simple tout de suite. C'est une consigne de bridage différente entre le 15 novembre et le 15 mars. On fait déjà ça pour le réactif, c'est récent, et bravo, c'est RTE qui a mis ça en place pour le réactif, pour le réglage de la tension. On a maintenant des consignes saisonnières pour le réactif. Pourquoi ne pas faire pareil pour la puissance active ? Une question à instruire peut-être dans le bac à sable réglementaire en tout cas. Est-ce qu'il reste une question dans la salle, peut-être une dernière avant de vous libérer? Non, donc merci pour votre attention aujourd'hui et peut-être pour le mot de conclusion en espérant que ça vous a donné des idées pour innover côté réseau sur votre projet. Et si c'est le cas, à vos bacs à sable, n'hésitez pas, je pense qu'en tapant creux bac à sable sur Google, vous tombez tout de suite sur les bons contacts. Et si un peu en amont, vous avez besoin de conseils ou d'être orienté dans votre démarche pour porter un projet de bac à sable, vous pouvez aussi bien évidemment me contacter ou contacter Fé pour qu'on regarde ça ensemble. Voilà, merci beaucoup et puis profitez bien de la soirée du CNE et à la fin du CNE jusqu'à demain. Merci.